Bonjour, bonsoir, dernière de Smart Sport en 2023, sommaire de ce match qui oppose non pas un tapiro à un autre tapiro, il y a aujourd'hui un troisième tapiro pour la rétro de l'année. Mickaël, sommaire. Oui, et on va revenir sur la Coupe du Monde de rugby, non pas sur les résultats, mais les résultats audiovisuels et les parts de marché qui ont été exceptionnels. John. Alors on va parler du PSG et de son engagement sélectif et de LeBron James en NBA qui a touché encore une fois le plus gros salaire de l'année. Moi je parle des tendances, je parle des modes, surtout avec les nouveaux costumes non genrés du Team USA. Place à l'émission. Coup de griffe, coup de sang, coup de chaud, coup de latte, tous les coups sont permis avec les tapiros et en plus aujourd'hui il y en a un troisième. On débute bien sûr par les JO. L'esprit d'équipe, le sens du collectif règne à Paris à 7 mois des Jeux. Non, les deux choses sur lesquelles on va pas être prêt. La première, c'est sur les transports. Parce que là, donc ça, c'est Valérie Pécresse. Non, et puis le gouvernement un peu aussi quand même. Hein, mais et le gouvernement. Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet, moi, qui m'importe beaucoup, qui est la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. Moi, je m'en lasse pas de ce passage. On voit la maire de Paris qui réinvente un nouveau sport, mais les coups ne se donnent qu'au-dessous de la ceinture. C'est incroyable le conflit interne que nous avons entre la mairie, entre le comité d'organisation, entre le ministère. On va pas y arriver. On sait que la cérémonie d'ouverture ouverte avec des millions de personnes, etc., était déjà dangereuse avant ce qui s'est passé au 7 octobre et avant le risque terroriste. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et il n'y a toujours pas de plan A'. Ça nous fait très peur. On peut reparler aussi de la baignabilité de la Seine. Vous êtes au courant, hein, on lutte contre la bactérie Escherichia coli qui risque d'éliminer l'équipe de France de natation. La Seine n'est toujours pas utilisable pour ni le triathlon ni pour les compétitions de natation en eau vive. Et enfin, bien sûr, alors le Paris-Plage avec le surf et Tahiti. À la fameuse... Le surf, on y viendra après. Ouais. Mais on assiste quand même à une compétition incroyable parce que c'est une compétition où il n'y a plus aucune valeur, où il n'y a plus aucune règle. Il y a Hidalgo d'un côté, et puis les autres participants, le gouvernement, le CEO. Moi, ce qui me rend dingue, c'est de me dire comment est-ce que ces personnes-là espèrent qu'en tirant un peu leur épingle du jeu, ils vont faire une bonne promotion des Jeux Olympiques. Ils ont oublié que le jeu et les jeux et le sport, ça se joue de façon solidaire. Si on n'est pas solidaire, tout le monde perd. Et là, c'est perdant. Donc encore une fois, pour le grand public, on devrait exiger à ce que toutes les parties prenantes, et évidemment Hidalgo balance, il a bien dit d'ailleurs sur le plateau de Quotidien, quand on parle des transports, c'est évidemment la région qui s'en occupe. Les autres décisions, c'est évidemment pas... Les SDF dans la rue, pareil, c'est pas elle. Donc en gros... Alors, mais qui pilote en même temps normalement, c'est le comité d'organisation. Les maires de Paris, mais elle ne pilote rien. C'est la faute des autres. Et encore une fois, à force d'être dans ce village d'Astérix, mais Astérix aux Jeux Olympiques, je pense que ça va finir par une grande foire d'empoigne. John. Moi j'ai très peur pour la cérémonie d'ouverture. Avec les bateaux, j'ai peur que ce soit une bataille navale où ils vont s'écrouler, donc je ne suis pas serein du tout. Je suis pas serein du tout avec. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur que les bateaux soient trop lourds avec toute la délégation. Ça, c'est vrai que c'est un. Je sais pas. Et puis la Seine. Depuis les années 80, quand Chirac est devenu maire de Paris, il avait promis je me baignerai dans la Seine en 2000. Bon, on est en 2023, ça s'est pas fait, donc ça sera pas avant 2043 ou 2050, avec un peu de chance. Mais il faut prier très fort. Alors, transport, sécurité, logement, dépenses, les crispations se multiplient. Direction la Polynésie, où se déroulera l'épreuve de surf. Ça devait être magnifique, mais voilà, la tour des juges cristallise tension et inquiétude. I'm making this video because I need your help. Yesterday, we did a protest against the new aluminum tower they want to build on the reef, right in front of the wave. The problem is simple. In order to have the Olympics in Te Ahupu'o, Paris 2024 wants to replace the normal tower with the new aluminum tower that has new concrete foundations. Just because they want air conditioning, toilets, this new construction is going to destroy a big part of the reef. The risks are simple and nasty. Destruction of the reef and a very bad impact on the marine ecosystem that could stress the whole marine life and spread what is called the ciguatera. Ciguatera is a disease that poisons all the fish. Te Ahupu'o is a town of fishermen who eat their own fish and lives off selling them. And last but not least, it could modify or change our wave, and in the worst case scenario, make it disappear in a few years. Moi, je trouve ça vraiment incroyable parce que
C'est rare en général, vous savez, quand il y a des levées de boucliers par rapport aux problèmes écologiques, climatiques, on est toujours là à se dire oui, bon, il faut en prendre et en laisser. Là, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que son témoignage est édifiant, de vérité, de sincérité. Lui, il ne demande pas mieux à ce que les choses se passent du mieux possible, mais il sait que cette tour, qui est édifiée vraiment à tort et à travers, avec des conditions qui vont évidemment détériorer le climat, qui vont détériorer, enfin plutôt le riff, qui vont détériorer les coraux, c'est très mauvais, non seulement pour l'environnement, mais pour la compétition. Donc, en gros, il donne tellement d'arguments qu'il doit être un porte-parole d'autres gens, peut-être d'experts, qui se sont vraiment penchés là-dessus. Il est là en train de dire, on va pas faire la grève, on va pas tout détruire, c'est donnez-nous une autre possibilité. Et comme pour la cérémonie d'intro, ah bah non, il y a pas le plan B, bah je suis désolé. Non mais là on est face typiquement à une très 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 bonne mauvaise idée, hein, d'accord. En règle générale, quand on décide de faire une compétition olympique dans un site pareil, on réfléchit avant et on prend la décision après. Là, on s'est dit de toutes les manières, on va prendre toutes les meilleures décisions possibles, d'accord. On a l'impression qu'ils l'ont fait sous crack. Et ensuite, après, on voit et on invente la vie qui va avec et on voit si ça rentre dans les clous. Mais là, on parle de nature, on parle de conséquences sur l'écosystème, on parle de problèmes de biodiversité du site, etc. Et sincèrement, c'est une image absolument déplorable, alors qu'à l'origine, ça devait être, je dirais, le joyau de la couronne de la compétition Paris 2024. Non, mais je suis d'accord avec eux, ils respectent rien. C'est rare. C'est peut-être la première fois de l'année. Moi, je suis d'accord avec eux. Surtout, en fait, le concept du surf, c'est les cabanes en bois, c'est pas les cabanes en alu. Et surtout qu'ils font tout ça pour mettre une clim, des toilettes et faire passer l'électricité pour les ordinateurs. Ça sert à rien en fait. Non, sachant qu'on a aujourd'hui des moyens technologiques, que ce soit même pour les toilettes ou pour les ordinateurs, pour être totalement d'abord unplugged, comme on dit, débranché et puis safe pour l'environnement. Surtout, je pense que c'est d'abord et avant tout une très très mauvaise image pour l'organisation d'une compétition mondiale comme les Jeux Olympiques. Surtout qui se tiendra dans 7 mois, donc on aura l'occasion d'en reparler en 2024. Bienvenue en 2024. À suivre. Dans cette rétro, bien sûr, retour sur la Coupe du Monde de rugby. Or, la déception pour l'équipe de France, carton plein. Ouais, carton plein, enfin en tout cas pas pour l'équipe de France et le résultat contre l'Afrique du Sud en quart de finale, mais par contre carton plein sur les audiences, carton plein sur les prix des spots télévisés, notamment on a eu l'occasion sur TF1 d'avoir le spot le plus cher de l'histoire de la télévision française avec 330 000 € pour 30 secondes, ça fait 9 666,6 € par seconde, c'est extraordinaire, sachant que pour une Coupe du Monde de football on oscille entre 120 millions d'euros et 245 millions d'euros, et surtout le plus important c'est l'audience, on s'est rendu compte que pour un quart de finale Afrique du Sud-France on était à 16 millions et demi de téléspectateurs de moyenne avec des pics à 18 000. En fait, c'est une victoire qu'on n'attendait pas au bon endroit. On croyait qu'on allait être champion du monde. Finalement, c'est le sport qui est maintenant champion du monde. Oui. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le rugby, grâce à cette Coupe du Monde, a changé de paradigme, il a changé de dimension. Aujourd'hui, il se rapproche vraiment du football. C'est quand même incroyable quand on voit des chiffres comme ça. En termes d'audience, en tout cas. Ouais. En termes d'audience. Pas en termes de pratique. Pas en termes de pratique, mais en termes d'audience, en termes de prix, en termes de coûts, le sponsoring, qui a été multiplié par 2, 3 ou 4, parfois même pour certains équipementiers, pour certaines équipes. Donc on peut se dire que si les gens voient au rugby, et nous, bon, c'est vrai qu'on est plutôt de culture rugby, dans ce sport, de plus en plus de messages porteurs, c'est aussi positif. Ça montre malheureusement, même si on n'est pas champion du monde, en France, il faudra suivre les chiffres. Je suis persuadé que dans tous les pays qui ont participé à cette Coupe du Monde, on aura entre 15, 20 à 30% d'augmentation de licenciés. Ce qui montrera que le sport en est sorti gagnant, et l'équipe de France, on espère bien qu'elle sera championne du monde un jour. C'est quand même un bon retour des choses. Bien sûr, moi j'ai pas aimé cette Coupe du Monde, sportivement parlant, parce que je n'ai pas trouvé de beaux matchs. La seule équipe qui m'a vraiment transcendé, c'est le Portugal. Donc c'est vrai qu'elle était formidable. J'espère qu'un pays comme ça va émerger et pourquoi pas rentrer dans le tournoi des destination de cette nation. Alors moi je vous trouve extrêmement pragmatique, je vais être un peu à côté. Moi j'estime que déjà avec les soucis qu'on a eu sur l'arbitrage, les aficionados que nous sommes de rugby, on n'a pas compris du tout comment ça jouait et comment ça se passait, on ne comprend rien aux fautes. Donc ça veut dire que peut-être 80% des téléspectateurs ne comprennent absolument rien au rugby et aux règles, mais aime bien la dramaturgie. Et je trouve que c'est assez encourageant pour plus tard, parce que, quelque part, on aime bien une dramaturgie assez insécure, on ne sait pas trop comment ça va se passer, il y a des basculements, c'est pas comme au football où c'est assez simple. Je trouve ça pas mal. Mais comme au foot, comme au rugby, pourtant on a la vidéo dans les deux, il faut arrêter avec le fait qu'un homme puisse faire basculer un match. Alors que c'était absolument impossible dans le rugby d'avant, absolument impossible en foot, il suffisait de pas voir un péno, de pas voir que Schumacher
erreur a explosé Battiston et on faisait basculer un match. Au rugby, c'est pas possible. C'est quasiment toujours le meilleur qui gagne. Depuis 2011, j'ose le dire, parce qu'avec cette finale France All Black, on sait très bien que jamais les All Blacks n'auraient dû gagner s'il n'y avait pas eu cet alors c'est génial parce que ça fait 10 ans, on que s'est c'est attaché- l'arbitre qui décide du vainqueur. on s'est c'est plus le jeu. attaché C'est tout. les bras pour ne pas parler d'arbitrage et pourtant on y Mais non, revient. mais on est obligé de le faire. Enfin. Il méritait les Sud- je trouve que les Sudaf On est méritaient obligé. leur victoire. Pas du tout. Moi, je trouve qu'ils méritaient. Ils gagnent d'un point à chaque fois, d'un point que l'arbitre leur a donné, c'est un point hors taxe à chaque fois, parce que quand on voit, même contre l'Angleterre, c'est le pire des arbitrages, quand on voit à la fin pour les aficionados, qu'il y a un pilier, non pas poussé de travers, mais C'était corps. poussé à Le remplaçant à 90 droite. degrés devant l'arbitre, Ouais. c'est pénalité, il laisse Ouais, faire, alors, il voilà, récupère, et il marque les je vais 7, c'est rester fini. en dehors de la dominante sportive. Ah, voilà. C'est vrai que pour le champion du monde qu'est l'Afrique du Sud, moi j'estime que l'Afrique du Sud était le meilleur groupe de joueurs et le meilleur Peut-être, groupe de oui. managers. Voilà. Et sincèrement, j'étais à la finale et j'ai vu aussi un autre groupe en parallèle du groupe des joueurs. C'était le groupe des femmes des joueurs. Et j'ai été abasourdi parce qu'elles étaient exactement dans la même communauté que les garçons. Donc je pense que rien que pour ça, ben, c'est bien. Comme s'ils ils savaient qu'ils avaient déjà gagné. Moi, il y avait quelque chose un peu couru d'avance. Tout le monde dit, oh, de toute façon, les Sudaf gagneront cette année. Je suis désolé, mais pour moi, ils ne méritaient pas. Et bien voilà pour le retour sur cette Coupe du Monde de rugby, très réussie en France. Dans cette rétro, nous souhaitions également revenir sur le PSG. Digne ou indigne? Il ne s'agit pas de sport, il ne s'agit pas de foot. Ah mais il ne s'agit pas de foot, mais il faut regarder un peu les images. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit marqué tout en haut du stade « Fiers de nos couleurs ». Fiers de nos couleurs, je suis désolé, c'est bleu et rouge. C'est pas un drapeau palestinien. Donc, il est dit qu'en plus, dans le règlement intérieur, aucun drapeau ne peut rentrer ou affichage politique. Là, c'est de la politique, c'est certain. On a un drapeau palestinien. En bas, on a, respect à toutes les victimes civiles, on va Et dire. ensuite, Et en bas, que il y a fait la marqué communauté que fait la internationale. communauté internationale. Donc, évidemment, c'est une action du Qatar pour favoriser la cause palestinienne. Ils ont le droit, mais à ce moment-là, il faut qu'ils changent le règlement. Pourquoi il n'y a pas un drapeau israélien qui peut dire aujourd'hui ce qui s'est passé le 7 octobre est une catastrophe, hommage aux victimes, etc. Rien. Donc encore une fois, on voit que le Qatar n'a pas acheté le PSG pour le sport. Il a acheté pour s'acheter une Ça a image le mérite et pour de la véhiculer ses cohérence. idées. Non mais Voilà. ça a le mérite de la cohérence. J'imagine pas une seule seconde un article sur le règlement intérieur du Paris Saint-Germain qui dit qu'il faut équilibrer les drapeaux. J'imagine pas un drapeau israélien dans un stade qui appartient au Qatar, dans une équipe qui appartient au Qatar. Au moins ils ont, je dirais, la vertu de la cohérence et ça va jusqu'au bout. Alors encore une fois, c'est totalement détestable et dénonçable parce qu'on est en France et c'est de la politique dans un stade et on sait très bien ce que fait la politique dans un stade, quel est ce levier. Voilà. En tout cas, je dirais que la politique soft power qui consiste en fait, grâce au sport, à faire passer des idées politiques, voire idéologiques, fonctionne très bien. Alors moi, c'est mon gros coup de gueule, parce que en tant que supporter depuis 40 ans du PSG, de voir autant de drapeaux palestiniens dans un stade de foot français, ça me fait un peu mal au cœur. J'aime pas, enfin, je le dis ouvertement. Mais surtout, ce qui me dérange le plus avec le PSG, c'est que chaque année, ils oublient toutes les fêtes juives. C'est-à-dire que... Au détriment, non, c'est-à-dire qu'ils retiennent les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes. Il n'y a et pas même de les fête fêtes chinoises, et même le nouvel an chinois, faut préciser, exactement. Mais tout la ce qui Chine est fêtes un marché. juives, que ça soit le nouvel an, que ça soit Yom Kippour, que ça soit Hanouka ou même, j'ai vu un club anglais fêter les fêtes de Purim, mais ils oublient. On dirait Excuse-moi, ils n'ont pas oublié cette année Yom Kippour, il y a eu PSG-OM. Donc en fait, ils se sont assurés qu'il n'y aurait aucun juif dans les tribunes. Donc au contraire, ils choisissent, je le dis, ça a été fait sciemment, que ce soir de Yom Kippour, c'est PSG-OM, comme par hasard le plus grand match de l'année. Donc je suis désolé, il n'y a pas de hasard pour mon football. Et encore une fois, je suis d'accord, mais je vais encore plus loin. Peut-être que c'est un hasard. Pour calmer un peu les débats, mais encore une fois avec un peu plus d'ironie. fait 2-3 fois Tout à l'heure, que il y ça avait arrive. marqué fiers de nos couleurs. Hein. Les couleurs, elles ont été dessinées par Daniel Echter. Daniel Echter. D'accord. Et Daniel Echter est un membre de la communauté. Et c'est vrai que c'est assez outrageant de voir un club qui a été un mélange de tout le monde. Hein. Je veux dire, il y avait des musulmans, des chrétiens, Charles Tallard, des juifs, etc. Bernard Brochant. Et qu'aujourd'hui, effectivement, si jamais on a le mérite ou le malheur d'être solidaire d'une cause, c'est-à-dire une cause d'otages israéliens, eh bien, on fait profil bas et on rase les Mais à murs défaut de au Parc des Princes. Oui. Les joueurs se sont-ils exprimés? Oui, c'est surtout s'exprimer de façon individuelle. Non, ils se sont Non, mais absolument attendez, pas exprimés. pas pour les victimes. Rien du tout. Ils ont essayé de faire des trucs solidaires sur des réseaux sociaux ou de relayer des messages sur les réseaux sociaux, mais les joueurs PSG ne se sont pas exprimés du tout. C'est une erreur fondamentale. Ouais. Pourquoi ? Ils auraient pu choisir de dire nous allons faire une minute de silence pour
toutes les victimes. Et moi d'ailleurs je les ai invectivées depuis le premier jour. J'ai invectivé Mbappé en le regardant droit dans la caméra. J'ai invectivé tout le monde, tout le PSG pour qu'il fasse au moins un hommage aux victimes du 7 octobre déjà. Et après un hommage à toutes les victimes s'ils le veulent de la guerre. Rien. Mais encore une fois, soyons cohérents. C'est vrai que pour les victimes du 7 octobre, sachant que Mbappé est salarié du Qatar et que le Qatar finance ceux qui ont commis le massacre du 7 octobre, il était impossible, si ce n'est une rupture de contrat pour lui, de pouvoir prendre position, quand bien même il l'aurait voulu. Voilà pour l'engagement sélectif du PSG en ce début de saison. Sur la planète business, il y en a un qui a été très rentable cette année. Ouais. Doumbé, Cédric Doumbé, un combattant de MMA qui a battu un record. Il a gagné pour son dernier combat qui a duré que 9 secondes aux alentours de 20 000 euros la seconde. Alors ça prête à rire parfois parce que ça fait 200 000 euros le combat, un combat qui dure vraiment un claquement de doigts. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en parallèle la montée du MMA avec des combattants qui sont très 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 bien payés, et de l'autre, une cacophonie pas possible sur la boxe anglaise, où on l'a vu, Tony Yoka, c'est la déliquescence, hein, il a commencé par s'imaginer qu'il allait être champion du monde, et là aujourd'hui, après 13 combats professionnels, il n'existe plus, mais même la lisibilité du MMA est aujourd'hui tout à fait adaptée aux jeunes de 18-34 ans. Et ça m'interpelle. En fait, malheureusement, la boxe anglaise n'est plus de tendance. C'est plus la mode. Le MMA... Si ce n'est chez les particuliers, peut-être. Oui, tous les sports dits de cage, d'ailleurs, sont vraiment à la mode chez les ados, mais dans le monde entier, c'est une tendance. Il y a eu à une époque la même folie, mais ça a duré quand même pas mal de temps, ça a été le wrestling, ça a été le catch américain. Le catch américain. Ouais. Mais là, le MMA, ça fait des années, puis surtout en termes de pratique. C'est pas seulement en termes de téléspectateurs, en termes de spectateurs, parce que les salles sont pleines à craquer. Ouais. Il y a des jeunes, des moins jeunes, c'est vraiment un vrai succès. C'est en termes de pratique. Donc c'est vrai que la boxe anglaise, en fait, c'est un problème d'image, de communication. Mais ils l'ont bien cherché. Hein. Il y a quand même quatre fédérations qui se tirent la bourre. On comprend rien. Il y a plusieurs champions du monde en même temps. Oui, mais pourtant, ils ont un génie. Mais ils ont Tyson Fury qui est quand même un génie, qui fasse des opérations de communication, la boxe anglaise doit pouvoir tracter. Bon, il n'y a plus de Tyson, ok. Mais demain, je pense que la boxe anglaise doit pouvoir tracter un nouveau public. Mais pour cela, il faut des incarnations. C'est le sport, mais c'est l'incarnation. Sans Tyson, je ne sais pas si pendant 20 ans... L'incarnation et aussi le déroulé dramaturgique, parce que c'est vrai que la boxe, on peut avoir une stratégie qui fait qu'au 8e round, on va attaquer, etc. C'est un peu plus lent. Tandis que le MMA, c'est direct. Hein. C'est beaucoup moins codifié que la boxe. Ouais. La boxe, c'est vraiment très, très, très précis, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on s'adapte à ce que les gens veulent. Ils veulent tout de suite, maintenant, et avec le plus de sang possible. Puis là, avec Cédric Doumbé, il y a en plus les guerres des deux ligues. Il y a deux ligues de MMA, un qui pique l'autre, etc. L'autre qui surinvestit, l'autre qui surenchérit. Donc c'est vrai que ça me rappelle à l'époque WBC, WBA, IBF, et WBO. Mais il y en a combien? Il y a 5 ou 6 ligues de boxe, alors que là, il n'y en a que 2. Et quelque part, ça crée un duel. Et le duel, ça intéresse les gens. Ça intéresse aussi les médias qui en parlent. Donc il y a non seulement des combats sur le ring et des combats en dehors du ring. Et ça, il faut y penser pour les autres sports de combat qui veulent aussi avoir leur part de voix. Voilà pour l'un des plus bankable sportifs de l'année. En NBA, début du prodige français, Wembanyama a foulé les parquets. Qu'est-ce que ça donne? Il s'est foulé la cheville. Là, il est forfait pour le match contre Milwaukee. Sinon, il fait un début correct pour un rookie. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur les salaires des joueurs, notamment sur LeBron James qui va exploser tous les records s'il signe la prochaine saison. Ah oui. Donc ça lui fera 5 ans aux Lakers. Il pourrait toucher plus de 500 millions de dollars. Il serait loin devant tout le monde. Sur 100 millions par an. Sur 5 ans. Ouais, sur 5 ans. Ouais. Sur 5 ans. C'est-à-dire que là, il touche environ 117, 118 millions par année. C'est beaucoup. Mais il mérite parce qu'aujourd'hui, c'est la seule star NBA qui reste. Et on voit, comparativement, les Français, Wembanyama est loin, très très loin. Ouais, mais c'est déjà très bien. Hein. Bien sûr, c'est vachement bien déjà de 12 millions. Quand on voit Batum, qui est quand même un vétéran de la NBA maintenant dans les rangs français, Evan Fournier qui joue pratiquement plus. Ouais, Rudy Gobert qui est souvent blessé, donc c'est un peu... Alors moi j'aimerais bien comparer ces chiffres-là avec le football. Alors c'est vrai qu'on a un cas d'école aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, donc qui fait une retraite dorée en Arabie Saoudite. Aujourd'hui Cristiano... Avec l'ami de Mickaël, avec l'ami de Franck. Avec l'ami de Franck. Karim. À qui nous passons un cordial bonjour. Cristiano Ronaldo, c'est 260 millions
dollars. Mais attention, c'est 200 millions en salaire, alors que pour LeBron James, c'est simplement 47,6 millions de dollars en salaire. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est la politique stratégique de l'Arabie Saoudite qui a décidé, comme le Qatar avec un soft power autour du sport, de faire venir les stars. Cristiano Ronaldo étant la superstar, 260 millions d'euros, je dirais que c'est pas grand-chose pour l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, c'est énorme en comparaison avec LeBron James. Wembanyama, il a une chance un jour d'accéder au plus haut niveau de rémunération de la NBA. Moi, je pense, oui. Ah, c'est C'est un phénomène. Il est très jeune. Il est jeune, il est encore très fin. Donc, dans 2 ans, ça va être un Golgoth, ça va être un Goldorak, et je pense qu'il va. Moi, je te trouvais un peu dur parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a enquillé tous les matchs, là, sauf sa blessure. Il marquait, à la cheville. Il a marqué. Il a été le premier à faire le double-double pour un gamin de moins de 20 ans. C'est assez exceptionnel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis de ses opposants. Ils ont tous dit, waouh, c'est quelqu'un qui est absolument ingérable. Puis il a attendu, va réinventer le basket. Il est attendu. Il est attendu, ouais. Il est jeune et c'est vrai que je trouve. Ouais, ça veut dire qu'il est aussi invité au niveau mental. Et en termes de merchandising, c'est le numéro 1 devant tout le monde. Hein. Je suis allé. J'ai D'ores et déjà. Ouais, mais le maillot est un peu grand. Moi, les chaussures, j'arrive pas à les mettre. Hein. Pourtant, je suis du 47. Le maillot, je dors avec. C'est la vente numéro 1. Là-bas. Alors, carrière à suivre en 2024 de notre prodige du basket. Moi, je prends le porte-clés. Gros plan mode dans cette rétro. Vous souvenez-vous des costumes Nike non genrés de Team USA? Oui, bien sûr, je m'en souviens, parce qu'on avait été extrêmement surpris de voir ces costumes faits par Nike. Hein, pour, alors je précise quand même, hein, vous avez vu, il y a un boutonnage à droite pour les femmes, alors que le boutonnage à droite est normalement pour les hommes. Ça, c'est une parole de cagole. Voilà, Franck, mais ce qui est extraordinaire, je trouve, dans cette attention, c'est de dire, alors, avant, il y avait les hommes, il y avait mode homme, mode femme, maintenant, on fait des costumes indifférenciés, non genrés. Moi, personnellement, ce qui me choque, c'est que si encore on était tous foutus pareil, je veux bien, ce serait extraordinaire, mais en gros, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un costume fait pour une femme, avec un boutonnage d'un côté, la poitrine, la taille qui n'est pas pareil, puisse aller à un homme? C'est pas possible. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait peut-être un juste milieu. Ouais. Donc c'est malin. Dans l'intention, c'est quoi? On voit derrière plus une intention de dire pas de discrimination par le genre, mais essayons de donner peut-être une mode mixte. Ouais, moi je pense qu'il faut remettre dans le contexte. C'est vrai qu'aux États-Unis, Team USA a été la première équipe féminine à mettre au même niveau les rémunérations des hommes et des femmes. C'est normal parce que les femmes sont 10 fois plus connues que les hommes, donc quelque part c'était un peu une imposture. Ça, c'est la première chose. Mais quand on voit le climat de wokisme qui existe aux États-Unis, on n'est pas étonné que le football, qui devient un petit peu la force nouvelle du sport américain, hein, on le voit bien, le baseball, le hockey, le foot américain ne bougeront pas, ça c'est une certitude. Et là, quelque part, on a un sport qui peut être un peu plus différent, un peu moins conservateur. Donc, ils se sont engouffrés. Moi, je trouve que d'un point de vue vestimentaire, c'est assez joli. J'ai pas de religion là-dessus. Par contre, d'un point de vue de l'idéologie, il faudrait faire attention que derrière tout ça, on ne se retrouve pas dans quelques temps avec des équipes qui seront tellement mixtes qu'on ne pourra pas séparer les hommes des femmes dans les équipes. Voilà pour le point mode de la rétro 2023. Pour clore 2023, rejouons 3 images et la première, c'est celle-là. Ouais, David Beckham. Le mec a quand même la classe, hein, qu'il se fasse une pub pour des montres, des chaussures ou du café, il est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est very shocking. C'est quand même un Britannique, on est en train de briser la loi, c'est le pays du thé, c'est le pays du tea time. Et là, aujourd'hui, l'astuce formidable de Nespresso, c'est de s'engouffrer avec une égérie britannique extraordinaire et d'imposer le café non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que Beckham est président de l'Inter Miami. Je reviens sur une chose vachement habile de la part de Nespresso, hein, c'est qu'avec George Clooney, ils avaient réussi, sachant qu'il avait une maison au lac de Côme, ils avaient réussi à faire le lien entre l'industrialisation de Nespresso et le carton qu'ils font aux États-Unis et le pays du café qui était l'Italie. Là maintenant, ils s'attaquent au pays du thé. Bravo. Dans la pub d'ailleurs, il y a le coffee break, finalement, parce qu'il se fait appeler par le bureau, office, et il décide de ne pas répondre, et il se fait son coffee break. Ça veut dire que rien n'est plus fort qu'un moment de café Nespresso. Ouais, je suis fan de Beckham, moi j'adore. Ah, moi aussi j'adore. Ouais, pour vendre n'importe quoi, je suis client. D'ailleurs, il faudrait qu'ils vendent Apple, hein, les iPhones, parce que je trouve que, quitte à l'utiliser comme un accessoire dans la pub, peut-être qu'Apple va l'utiliser derrière. Je pense que ça va leur donner une bonne idée. Voilà pour la première image. Autre image, celle de Dieu qui a désormais son jour.
Moi, je pensais que la place était prise. Pour moi, le jour du Messie, c'est la naissance de Jésus-Christ le 24 décembre. On est bien d'accord. Et si j'ai bien compris, avec le Messie Day, on nous parle du 10 octobre 2024, qui sera le jour où on va célébrer, non pas Messi avec un E, mais Messi sans I, l'Argentin Lionel Messi. Ça fait un peu concurrence, non, d'un point de vue 10, religieux. Non, mais c'est marketing, c'est plutôt pas mal. Ils ont pris le numéro 10. C'est Adidas d'ailleurs. Pardon ? Adidas. Adidas, voilà, numéro 10, le jour, 10 le mois, 10. Donc moi, je trouve ça plutôt malin. C'est mémotechnique. C'est clair que je pense que les gens connaîtront plus facilement le jour du Messie Day que le jour de la Révolution française ou autre chose. Malheureusement, la culture change de camp aujourd'hui et le foot risque de créer un peu plus de souvenirs que notre bonne culture. À quand le Yom à Zidane, je pense qu'il reste... Moi, le dieu, c'est Maradona, c'est pas Messi. Absolument. Donc pour moi, j'aurais inversé, j'aurais pris plutôt... Alors non, ce qui serait bien, c'est que le 10 il fête tous les grands numéros 10 de l'histoire. Platini, oui, mais Maradona, Zidane. Messi. À condition qu'il soit chez Adidas. Zico. C'est donc forcément, on va Zidane exclure... était chez Adidas. On va exclure Pelé. Oui, tout à fait. Par contre, Maradona était chez Puma, nos amis. Ouais, Puma et Pelé était chez Nike. Chez Puma. Pelé était chez Il était Puma. pas chez Nike après ? Puma. Non, son image après était Nike. Son image. Alors on termine en musique avec les plus forts, les champions du monde, Ouais. les champions olympiques planétaires, toutes catégories. Don't get angry with me. Big stage erupted in fire and sound about 9:13 tonight. Where long-haired, tie-dyed, barefooted young people geared up for what some are calling the show of a lifetime. Clearly, stadium officials are pleased, and some look forward to expanding the seating capacity. The Stones concert could well be a turning point, with more musical events here. Music to the ear. Ouais, alors là, je suis fan absolu. Alors, fan absolu des Rolling Stones, évidemment. Je suis fan absolu du baseball. Mais je suis fan absolu de leur longévité. D'ailleurs, on était entre frères. On est allé voir le concert à l'U Arena il y a quelques temps. Et ils sont extraordinaires. Mais en fait, ils défient toute loi de la physique et toute loi de la génétique. Et c'est très, très habile. Parce que quand on regarde un match de baseball, qu'on le regarde en 1920 ou en 2020, c'est exactement la même chose. Le baseball ne changera pas. C'est un petit peu le pastime du dimanche après-midi aux États-Unis. Expliquez l'opération, parce que là on n'a toujours pas compris ce qu'il fait. L'opération, c'est une sorte de cross-branding entre la ligue de baseball et les Rolling Stones. Donc ils associent le logo, la langue pendue des Rolling Stones, où on va pouvoir vendre des vinyles qui seront estampillés de toutes les franchises de baseball américaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un héritage. Depuis les années 60 jusque dans les années 2000, les tournées des Rolling Stones aux États-Unis se faisaient la plupart du temps dans les stades de baseball. Ça, c'est important. Donc, il y a quelque part une traçabilité. Mais enfin, moi, ce que je trouve remarquable, c'est l'immortalité des Rolling Stones, l'immortalité du baseball et l'association des deux. En fait, le seul moyen d'associer les Rolling Stones avec autre chose que le baseball, ça aurait été évidemment de le faire avec une série sur des morts vivants ou alors avec des vampires. Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est une idée de jeunes qui ont 80 ans. Ce qui est fabuleux, c'est ils ont 80 balais, les Rolling Stones aujourd'hui, mais de voir qu'ils se réinventent en permanence, ce qui montre leur longévité, c'est ça le secret de leur longévité. Et leur génie. Et leur génie, mais d'adapter en fait la sortie d'un album qui est toujours vu comme quelque chose de dingue, d'abord en vinyle, donc ils reprennent un ancien format, et d'adapter avec la Major League Baseball aux couleurs de chaque club de la Major League Baseball. C'est-à-dire que toutes les personnes de chaque ville, de chaque franchise, finalement, peuvent avoir le disque à ses couleurs. C'est juste génial, jusqu'au ticket. Et je trouve ça, en fait, incroyable de se réinventer en permanence. Et c'est ça qu'il faut dire. Pour durer, il faut se réinventer. Qu'on soit une star du foot ou une star du rock. Et le faire dans une Amérique immuable, dans une Amérique iconique. Et non wokiste, s'il vous plaît. Voilà pour cette édition spéciale consacrée à la rétro de l'année des temps forts business de 2023. Je vous présente la future star des années télé à venir, Achille Bensa, notre stagiaire de 3e. C'était bien ? C'était très bien. C'est intéressant ? Sympa. Super. Putain, quand il présentera le 20h dans une grande chaîne, On le ressortira. on ressortira ça. On a déjà Pierre Fenouache à trouver. Voilà, on ressortira Achille, l'archive. le grand. Achille, Messieurs, je vous souhaite de douces fêtes. bonne fête. Bonne fête. Franck, restez au chaud. Bonne fête et bravo au talent d'Achille. J'ai été obligé de le faire. Je suis désolé. Voilà. C'est tarif. Reste chaud. Pour finir 2023. À très vite sur Bismart.